Bien, bonjour à tous. Merci Edwige pour ton invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans cette fédération de Gironde, qui est une fédération importante. Je vois qu'il y a 12 circonscriptions, c'est-à-dire autant de circonscriptions que dans mon département du Pas-de-Calais. Puis je vois que tu es bien entouré avec une belle équipe, beaucoup de jeunes, voilà, beaucoup de monde aujourd'hui pour venir à cette galette des rois. Alors vous le voyez, depuis les dernières élections présidentielles, on assiste à une recomposition du paysage politique, à un nouveau clivage. Pendant 30-40 ans, on avait à la fois le Parti Socialiste et à l'époque l'UMP qui arrivait au pouvoir à tour de rôle. Aux dernières élections présidentielles, il y a un nouveau clivage qui s'est installé entre les mondialistes, incarnés par Emmanuel Macron et son mouvement En Marche, et les nationaux, incarnés par Marine Le Pen. Alors il y a un an, on nous donnait pour mort, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a subi quand même beaucoup d'attaques de la part du gouvernement, même une suspension de notre dotation, enfin bref, beaucoup de problèmes qui nous ont qui a entraîné en tout cas des doutes chez certains de nos adhérents. Mais on voit que depuis quelques mois, il y a beaucoup d'adhérents qui reviennent, on a beaucoup de création de cartes au niveau national, donc c'est très positif pour l'avenir. Cette recomposition politique, on la voit notamment à l'Assemblée nationale, puisque avant le Parti Socialiste, moi je prends l'exemple de mon département, il y avait 12 députés socialistes. Dans mon département, il n'y en a plus un. Voilà. Ils sont une quarantaine aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils sont donnés à 5%, même pas, je ne sais même pas s'ils feront les 5% aux prochaines élections européennes. On a aussi les Républicains, Laurent Wauquiez. Alors Laurent Wauquiez, il essaie de courir après nous. Bon, personne n'est dupe. C'est un peu comme à l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous savez comment on les appelle chez nous, dans le Nord? Des grands diseux, mais des petits faiseux. C'est-à-dire que quand ils sont au pouvoir, ils font l'inverse de ce qu'ils promettent lorsqu'ils sont en campagne ou lorsqu'ils ont certains discours en campagne électorale. Ensuite, on a Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est arrivé à l'Assemblée nationale en 2017 avec des paquets de pâtes. Il fait beaucoup de communication. On se rend compte que derrière, il n'y a rien. C'est de la communication, c'est du vide. Il a été pendant 30 ans au Parti Socialiste, sénateur puis ministre du temps de Lionel Jospin. Et aujourd'hui, je lisais d'ailleurs une enquête du Figaro, c'est le Rassemblement national qui est en tête concernant la principale force d'opposition dans notre pays, et Marine Le Pen aussi est en tête comme la principale opposante au gouvernement et Emmanuel Macron. Alors, depuis l'été dernier, depuis juillet 2018, on voit qu'il y a une rupture entre les Français et le gouvernement et Emmanuel Macron. Alors, cette rupture, on l'a vu, ça a commencé avec l'affaire Benalla. Alors, c'est pas tellement Benalla en tant que tel, même si ça soulève quand même beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'Élysée. Mais il y a eu toute une série de déclarations du président de la République, aussi de certains ministres, un certain mépris envers nos compatriotes, et surtout une politique injuste qui a été menée. À peine élu, Emmanuel Macron fait un cadeau de 4 milliards d'euros aux très riches, avec la suppression d'une partie de l'ISF, et d'un autre côté, il augmente la CSG pour nos retraités, il baisse les APL, il augmente les taxes sur les carburants. Et les Français, le 17 novembre dernier, ont dit stop, on en a marre. On en a marre de cette injustice, de cette arrogance, de ce mépris. Et il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes qui a été lancé en novembre 2018 pour contester cette politique qui a été menée par le gouvernement. Alors, qu'a fait le président de la République? Il a attendu 1 mois pour prendre la parole. C'est quand même incroyable. On a eu pendant plusieurs week-ends des manifestations à Paris, et le président Emmanuel Macron attend 1 mois pour prendre la parole avec les soi-disant mesures d'urgence. Sauf que lorsqu'on a eu le débat à l'Assemblée, moi je suis intervenu justement pour dire il y a toujours la désindexation des pensions de retraite par rapport à l'inflation. Et il y a toujours des retraités qui vont payer encore de la CSG, une augmentation de la CSG, qui vont subir une augmentation de la CSG. Donc cette rupture, évidemment, fait qu'aujourd'hui, le gouvernement ne sait pas comment sortir de cette crise. On a un président de la République qui a lancé un grand débat. Alors, pendant des mois, il a ignoré les maires. Il ne s'est pas rendu au dernier salon des maires. Et puis maintenant, il dit « j'ai besoin de vous » pour essayer de remonter dans les sondages. En tout cas, de renouer le lien entre le gouvernement et la population. Personne n'est dupe de cette manœuvre. On voit d'ailleurs la présidente de la Commission nationale du débat public. Bon, tout le monde a vu son salaire, d'ailleurs, ça pose quand même beaucoup de questions sur ces agences, qui a refusé d'organiser ce grand débat, et Emmanuel Macron qui a demandé à 2 ministres d'organiser cette consultation. Ça soulève quand même beaucoup de questions concernant l'impartialité de ce grand débat.
Faire un grand débat, s'il n'y a pas d'acte derrière, ça ne sert à rien. Donc évidemment, on voit que c'est une manœuvre pour essayer de gagner du temps jusqu'aux prochaines élections européennes. Alors ce matin, je lisais dans la presse qu'on nous annonce un référendum le jour des élections européennes. Bon. Alors, si ce référendum a lieu, ça va poser des problèmes. D'abord, ça risque d'occulter les élections européennes, c'est-à-dire le débat européen, j'y viendrai tout à l'heure, qui est très important, comme on peut le voir dans l'actualité. Et ensuite, faire un référendum avec quelles questions? Parce qu'il a lancé un débat avec 4 grands thèmes, et il a oublié quand même un sujet qui est quand même important dans notre pays, c'est l'immigration. Il y a plus d'un Français sur 2 qui aujourd'hui pense qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. Et que fait le président de la République? Il exclut de ce débat ce thème qui est quand même très très important. Pourquoi il exclut ce thème? Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il ne cesse d'augmenter les crédits alloués à l'immigration dans notre pays. Je prends un exemple, l'aide médicale d'État. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont les soins gratuits pour les clandestins. Il faut savoir que l'AME aujourd'hui dépasse le milliard d'euros par an. Il y a plus d'1 milliard d'euros par an qui est dépensé pour donner les soins gratuits aux clandestins, alors que nous-mêmes, on a des Français qui n'arrivent pas à se soigner correctement, qu'on a des médicaments qui sont déremboursés. Bon, on voit que c'est cette situation évidemment injuste, et on a aussi des augmentations de crédits pour le droit d'asile. Alors on a même un député En Marche, accrochez-vous quand même, hein. Moi j'étais dans l'hémicycle quand on avait le débat il y a quelques semaines, qui a proposé, je ne sais pas si vous vous souvenez, un amendement avec un crédit d'impôt pour les personnes qui hébergent des migrants. Alors quand j'ai vu cet amendement, j'ai cru que c'était un gag, j'ai cru que c'était une blague au début. Et donc ce député, le député Taché, En Marche, a défendu donc ça à l'Assemblée nationale, et contre l'avis du gouvernement en première lecture, les députés En Marche ont voté cet amendement. Voilà. Donc et quand j'ai vu ça, je me suis dit que les députés En Marche sont encore pires que le Parti Socialiste. Le nouveau monde est encore pire que l'ancien monde. Donc ce gouvernement continue toujours, et ça il faut le répéter, continue toujours cette immigration massive dans notre pays. Je vais vous prendre un autre exemple. Je suis du département du Pas-de-Calais. Vous vous souvenez de la situation à Calais, la jungle de Calais, qui a été démantelée il y a 2 ans. Il ne faut pas croire qu'il n'y a plus de problème, non seulement à Calais, mais aussi dans le département. Que fait maintenant le préfet? Il ouvre un peu partout dans le département ce qu'on appelle les centres d'accueil et d'hébergement. C'est-à-dire que moi, pas loin de ma circonscription, il y a un hôtel Formule 1 qui a été réquisitionné pour héberger des migrants. Voilà. Donc en fait, l'État essaye de dispatcher les problèmes dans tout le département au lieu de concentrer ça à Calais, mais en tout cas, on a toujours cette immigration massive qui arrive dans notre pays. Alors nous, pour sortir de cette crise, nous avons proposé la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que ce mouvement des Gilets jaunes est lié à la crise de représentativité qui touche notre pays. Nous sommes 7 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale pour des millions d'électeurs. Alors que, par exemple, le Parti communiste, qui a 15 députés, a fait 2% aux dernières élections législatives. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir ce mode de scrutin majoritaire à 2 tours qui permet aux partis du système, en tout cas, de garder leur siège. Donc il faut dissoudre l'Assemblée nationale avec l'instauration du scrutin proportionnel pour permettre de représenter tous les courants d'opinion. Et je pense que pour sortir de cette crise, il faut redonner la parole au peuple, et cela passe par de nouvelles élections législatives. Alors dans quelques mois, nous allons avoir les élections européennes, le 26 mai. Alors ces élections européennes sont très importantes, c'est un enjeu, je dirais même historique. Pourquoi? Parce qu'aux dernières élections, on pouvait se sentir un peu seul. Parce que c'est vrai que notre mouvement a été l'un des premiers, en Europe en tout cas, à parler d'immigration, à défendre la souveraineté des États. Et aujourd'hui, on voit partout en Europe, presque dans toute l'Europe, nos partis alliés, soit qui arrivent au pouvoir, vous pouvez prendre l'exemple de Matteo Salvini en Italie, les Autrichiens avec le FPO, ou même l'AfD en Allemagne, le Vlaams-Belang en Belgique qui ne cesse de progresser aux dernières élections. Et donc, le 26 mai prochain, nous pouvons arriver en force au sein du prochain Parlement européen, avoir un groupe encore plus important que ce que nous avons actuellement, parce qu'aujourd'hui nous avons un groupe Europe des Nations et des Libertés, mais le 26 mai, je prends l'exemple de l'Italie, par exemple, Matteo Salvini son mouvement est donné à 30% dans les sondages. Nous sommes, donnés en tête en France aussi, donc nous pouvons avoir un groupe très très important au sein de ce prochain Parlement européen, et c'est là aussi l'enjeu, c'est de retrouver la souveraineté dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on a une Union européenne
qui aujourd'hui nous coûte cher, puisqu'il faut savoir qu'on verse plus de 20 milliards d'euros chaque année au budget de l'Union européenne. Alors vous voyez une campagne, notamment dans les régions, de communication pour nous dire ça c'est financé grâce à des fonds européens. Bon. Les fonds européens, ça ne tombe pas du ciel, c'est notre argent. On verse plus de 20 milliards d'euros, la France, à ce budget, et on n'en récupère que 13. On a 7 milliards qui partent dans d'autres pays, alors que nous-mêmes, on a plus de 2000 milliards d'euros de dette. Donc vous voyez qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas, et pour quel résultat? Quand vous voyez par exemple la situation de nos agriculteurs, j'interrogeais le ministre de l'Agriculture il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours dans notre pays. Il y a un agriculteur sur 2 qui vit avec moins de 500 euros par mois. Voilà aujourd'hui la situation. Vous avez vu dans l'actualité la viande avariée en provenance de Pologne. Voilà. Et là, j'ai vu une affiche Stop au traité de libre-échange qui a été éditée par notre groupe ENL. Il faut savoir qu'au Parlement européen, les députés et les républicains ont voté pour le CETA. Et ces traités de libre-échange sont une menace pour non seulement notre sécurité sanitaire, mais aussi pour nos agriculteurs. Puisqu'on va importer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires, alors que nous, on a des agriculteurs qui font de la qualité et qui, aujourd'hui, essayent de survivre. Voilà. Donc, cette situation ne peut plus continuer. Alors, vous allez avoir, dans quelques semaines, le salon d'agriculture. Vous allez voir les journalistes, vous allez voir les agriculteurs, ils vont dire « Vous vous rendez compte, avec Marine Le Pen, vous n'allez plus avoir dette de la PAC, ça va être la fin. » Bon, on a une manipulation, évidemment, de la part des médias, mais ça, c'est important de relayer. Parce qu'on a une campagne, quand même, qui est menée contre nous en disant sans ces aides de la PAC, notamment, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de... Mais non, c'est notre argent à nous, c'est l'argent des Français. Et ça, c'est important de relayer autour de vous contre cette désinformation de la part des médias. Alors le 13 janvier dernier, Marine Le Pen a lancé la campagne des européennes avec, Edwige, j'en parlais tout à l'heure, Jordan Bardella, qui mènera cette liste. Vous avez pu le voir dans les médias. C'est quelqu'un qui a de grandes qualités, qui incarne en quelque sorte l'avenir de l'Europe, pas cette Europe-là, une Europe des nations, une Europe avec des pays souverains, avec une liste équilibrée, avec des sortants qui aussi apportent une certaine expérience, des candidats comme Jordan par exemple, et aussi des ralliés. Parce qu'il y a quelques mois, nous avons changé de nom, nous avons passé du Front National au Rassemblement National, et ce rassemblement se concrétise là au moment des élections européennes, avec notamment Thierry Mariani, qui était ministre du temps de Nicolas Sarkozy, qui a été député de la droite populaire, qui nous a rejoints. On a aussi Jean-Paul Garot, que vous devez connaître, qui est de ce département, Hervé Juvin aussi. Donc voilà, nous sommes vraiment un pôle de rassemblement dans le cadre de ces prochaines élections. Puis on voit aussi que les Républicains, aujourd'hui, sont donnés à 10%. Alors on a d'un côté les amis d'Alain Juppé, que vous connaissez bien, qui aujourd'hui ont des déclarations bienveillantes envers Emmanuel Macron, et d'un autre côté, une partie des Républicains qui aujourd'hui nous rejoint. On va entamer un cycle électoral assez important, puisque dans un peu plus de 3 mois, on a les élections européennes. Ensuite, on a dans 1 an les élections municipales. Dans 1 an, je peux vous dire que ça va très vite arriver. Surtout des élections municipales, j'ai l'habitude de dire, une élection municipale, c'est l'élection la plus dure. Pourquoi? Parce qu'on ne part pas seul à une élection municipale, on part avec une équipe, avec un projet, il faut trouver des colistiers. Donc c'est dès maintenant qu'il faut s'y préparer. Et en tout cas, le mouvement va aider évidemment les candidats, les têtes de liste, dans le cadre de cette future campagne. Après les municipales, nous allons enchaîner avec les départementales, les régionales, et ensuite les présidentielles et législatives. Donc là, nous entamons un cycle électoral assez intense, et je veux dire, on va terminer une élection, on va recommencer une autre, donc ça va être très important d'être mobilisé. Ben, pourquoi ces élections municipales sont très importantes? On a actuellement 11 villes dans toute la France, alors qu'on représente des millions d'électeurs. Il y a quand même un problème de représentativité aussi, mais c'est aussi une volonté de Marine Le Pen, lorsqu'elle a accédé à la tête de notre mouvement, c'est d'implanter à l'époque le Front National dans les villes. Pourquoi? Moi, je vais prendre un exemple. Je suis élu d'une circonscription qui est à une demi-heure d'Hénin-Beaumont. Et j'ai souvent des gens qui viennent me voir en me disant moi j'ai un cousin, j'ai un oncle, j'ai de la famille sur Hénin-Beaumont. Et ben, je peux vous dire que ça se passe très bien. Que les gens sont contents de la gestion de Civrivois, il a baissé la fiscalité, il y a plus de sécurité, il y a une attractivité qui est retrouvée dans le centre-ville. Donc voilà, c'est aussi pour montrer que nous sommes capables, lorsque nous sommes au pouvoir,
de changer les choses à partir du moment où on a de la volonté politique. Et c'est ça aussi qui nous différencie des autres, c'est que nous avons la volonté politique. Ça fait des années qu'on a les mêmes qui sont au pouvoir. Alors avant c'était le PS, l'UMP, là En Marche c'est à la fois le PS, à la fois l'UMP. Mais nous, la différence, c'est que nous avons cette volonté de changer les choses, et on le voit dans les villes qui sont gérées par aujourd'hui le Rassemblement National, qu'à chaque élection, les scores progressent, c'est que les gens sont contents. Parce que s'ils ne voteraient pas de plus en plus pour le Rassemblement National s'ils n'étaient pas contents de la gestion. Donc c'est pour ça que ces élections municipales sont très très importantes, c'est pour prouver ce que nous sommes capables de faire. Et en tout cas, on a eu des manœuvres, notamment aux dernières élections régionales, dans ma région, à l'époque c'était Nord-Pas-de-Calais et Picardie, où le Parti Socialiste s'était retiré entre les deux tours pour justement que nous ne puissions pas montrer ce que nous sommes capables de faire lorsque nous avons le pouvoir entre les mains, même si c'est un pouvoir local. Donc voilà, nous comptons sur vous, c'est important d'être mobilisés, d'être sur le terrain aussi, de mobiliser, parce que aux élections européennes, c'est une élection à un tour. Alors l'enjeu aussi, c'est de mobiliser les abstentionnistes, parce que c'est notre principal adversaire. Le principal adversaire, c'est les abstentionnistes, et pour ça, il fallait les convaincre d'aller voter. Moi, j'ai reçu beaucoup de gilets jaunes, notamment en ma permanence parlementaire, qui sont venus me voir, et je leur ai dit, est-ce que vous avez été voté dans les dernières élections? Et malheureusement, il y en a beaucoup qui s'abstiennent ou qui sont déçus de la politique, déçus de ceux qui ont gouverné aussi depuis 30 ans. Moi, je dis, nous ne sommes pas responsables de cette situation. Si on est dans cette situation-là, avec 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, plus de 2000 milliards d'euros de dettes, c'est de la faute à ceux qui ont gouverné. Et c'est aux prochaines élections qu'il faut les sanctionner et vous faire entendre. Et alors, ils sont venus notamment me voir avec une liste de revendications. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les 144 engagements de Marine Le Pen. Aux dernières élections présidentielles, Marine Le Pen, dans le cadre de son projet, a présenté 144 engagements. J'ai dit, regardez, beaucoup de vos revendications figurent dans les 144 engagements de Marine Le Pen. Notamment, on entend beaucoup parler en ce moment du référendum, de ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire. C'était déjà dans le programme de Marine Le Pen aux dernières élections. Donc voilà, c'est important d'aller convaincre sur le terrain, de mobiliser, de leur dire que voilà, nous sommes là, nous sommes évidemment dans notre mouvement pleinement sur le terrain pour pouvoir convaincre les gens, donc convaincre les jeunes aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont d'accord avec nous, mais beaucoup qui s'abstiennent aux élections, donc c'est vraiment un enjeu très très important. Voilà, merci à tous pour votre présence aujourd'hui.